Bonjour, nous poursuivons notre série du Blue Talks du Club Bleu avec ce 5e rendez-vous qui coïncide avec la journée des océans. Alors on a pour thème pour ce rendez-vous l'océan et la mer, la vie et la survie post-Covid. Ainsi qu'on va continuer avec un débat sur la déclaration d'intention pour atteindre l'objectif de développement durable 14, c'est-à-dire comment conserver et utiliser de manière durable les océans, les mers et les ressources maritimes d'ici à 2030. Les océans et les mers couvrent plus de 70% de notre planète. Ils ralentissent le réchauffement climatique en stockant le CO2 émis par l'activité humaine. Ils produisent plus de 50% de l'oxygène. Ce sont les véritables poumons de notre planète, plus importants encore que les forêts et la forêt de l'Amazonie. Par ailleurs, le système aquatique accueille une biodiversité riche d'espèces qui sont une source importante de nourriture et de médicaments. L'océan est aussi un élément important de notre économie, avec environ 40 millions de personnes employées par les industries océaniques d'ici à 2030, mais également l'espace par lequel transitent plus de 80% de marchandises et de matières premières dans le monde. Ce système permet à l'homme de boire, de respirer, de vivre. Et c'est pour cela qu'en retour, l'homme se doit de protéger cet environnement et établir une relation avec l'océan qui soit réellement inclusive, innovante et éclairée par les leçons du passé. J'ai le plaisir et le grand honneur d'accueillir parmi nous des experts et acteurs engagés dans la protection des ressources maritimes et des milieux aquatiques en Tunisie. Je commence par accueillir Si Lotfi Ben Maawi, président au Centre stratégique pour la promotion du développement durable CSPDD depuis 2017. Vous étiez directeur central chez International Assistance Service. Vous avez aussi été commercial dans l'entreprise TTL de 2012 à 2013 et aujourd'hui vous êtes président de ce centre. À propos du CSPDD, ce centre qui a été accrédité auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, a pour objectif la promotion des ODD 2030 en Tunisie et la mise en place, en collaboration avec d'autres ONG, des projets au niveau des écoles, des régions intérieures, ainsi que des actions pour les populations vulnérables au niveau ESS, ainsi que toute autre action liée au développement durable. J'accueille également Sijamel Jlijer, qui est directeur chez WWF Nord-Afrique. Vous étiez auparavant chargé des aires maritimes protégées du centre et sud au ministère de l'Environnement et aujourd'hui vous êtes avec nous en tant que directeur de WWF Nord-Afrique. À propos de WWF, alors c'est l'une des toutes premières organisations indépendantes de protection de l'environnement dans le monde. Sa philosophie est fondée sur le dialogue et l'action. Vous accomplissez des actions concrètes en Tunisie et en Afrique du Nord pour sauvegarder les milieux naturels et leurs espèces, assurer la promotion du monde de vie durable, former les décideurs, accompagner les habitants dans la réduction de leur empreinte écologique et contribuer à l'éducation environnementale des jeunes. J'accueille également Sir Abdelmajid Dabbar, président de Tunisie Écologie. Vous étiez avant directeur des projets environnementalistes par expérience de terrain chez Études Impact Environnemental et aujourd'hui donc en tant que président de cette association qui s'active dans l'étude d'impact sur l'environnement, la gestion des projets, le constat de l'état des lieux de la biodiversité en général, le changement climatique bien évidemment et la préservation des ressources halieutiques. Vous allez intervenir parmi nous. Pour terminer, j'accueille avec nous Simounir Boulkout, qui est CEO de Celt Marine Group Tunisie. Vous étiez avant décideur et gérant de la société Celt Marine Chemical, avant d'être, depuis 2010, le gérant de la société Celt Marine Group. Alors, Celt Marine Group est une société française qui a été créée en 1999 et qui produit des solutions de texturation alimentaire. Depuis 1996, cette firme produit des algues pour l'industrie alimentaire en utilisant ses propres fermes en Afrique dans 17 pays. Et vous allez intervenir sur comment l'algue devient un produit écologique
et réparateur. Je laisse la parole à notre cher Mahdi qui est parmi nous dans ce studio pour présenter pourquoi on a choisi ce thème, pourquoi ce rendez-vous et pourquoi ces invités. Donc merci Rim. Donc nous sommes très honorés de recevoir nos invités aujourd'hui. En fait, pour célébrer ensemble la journée mondiale des océans qu'on célèbre chaque 8 juin de chaque année. Voilà, donc pour cette année, les Nations Unies ont choisi comme thème principal l'océan et la mer, donc la vie et la survie post-Covid. Donc le sujet d'actualité de l'humanité entière, c'est le post-Covid maintenant, donc après les fameux vaccins. Hein. Donc voilà, donc nous avons tous, bien évidemment, remarqué que pendant toute cette crise du Covid, qu'il y a eu moins de pression sur les océans, moins de pollution, moins de pêche, moins d'activité, etc. Donc, on a laissé donc un peu la planète respirer. Et du coup, donc, il y a beaucoup d'écosystèmes qui ont commencé à se régénérer de nouveau. Mais là, donc, puisque nous sommes passés à ce stade, il est important de réfléchir à ce qu'on veut faire pour le futur. Est-ce qu'on va adopter le même mode, le même donc, mode économique, le même modèle économique? Est-ce qu'on va adopter les mêmes activités? Ou bien il faut changer donc de type d'activité pour mieux conserver et respecter l'océan et la mer. Donc, sans plus tarder, donc, on va passer la parole directement à Lotfi Ben Maoui, donc président du Centre stratégique pour la promotion du développement durable. Donc, nous avons voulu commencer avec Lotfi pour parler des différents objectifs de développement durable 2030 des Nations Unies et particulièrement de l'ODD 14 qui est la vie aquatique. Donc, voilà, Lotfi, je vous passe la parole directement donc, pour naviguer ensemble donc, dans les océans. Voilà. Bonjour, merci pour l'invitation et pour les intervenants. Concernant les objectifs de développement durable qui ont été créés en 2015 et ont été approuvés par plus de 196 pays, y compris la Tunisie en 2015, ils ont voulu mettre une stratégie durable et fiable d'ici 2030, mais chaque pays a ses contraintes et ses avantages pour être au diapason des indicateurs et des objectifs du développement durable. Concernant l'ODD 14, lorsqu'on parle de l'ODD 14, il ne faut pas oublier que les 17 objectifs du développement durable, il y a une grande interaction entre tous les objectifs du développement durable. Et surtout, pour l'ODD 14, il y a une relation avec l'ODD 16 et l'ODD 17, parce qu'on ne peut pas parler des objectifs et des indicateurs s'il n'y a pas une relation à l'échelle internationale pour aider, pour financer le changement et atteindre les objectifs. Je pourrais dire quelque chose concernant la journée du 8 juin. Comme étant la journée mondiale de l'océan, cette initiative a vu le jour lors du sommet de terre de Rio et a été concrétisée officiellement par l'ONU en 2009. Autre chose, on devrait essayer de parler que pour sauvegarder de notre océan, ce n'est pas facile, mais on doit agir collectivement parce que la sauvegarde de notre océan doit rester une priorité. De plus, la biodiversité marine est essentiellement à la santé des hommes et celle de notre planète. Les aires marines protégées doivent être gérées efficacement et dotées de ressources suffisantes. De même, des réglementations doivent être mises en place pour réduire la surpêche, la pollution marine et l'acidification des océans. Parlons le côté Covid-19, parce que la lutte contre la pandémie de 2019 ne doit pas entraver les efforts de conservation et l'action en faveur des océans. Nous devons envisager des solutions à long terme pour la santé de notre planète dans son ensemble.
nos vies dépendent de la santé de la planète. La santé humaine dépend en grande partie de la bonne santé des océans. Selon l'UNESCO, l'océan peut être un allié contre la COVID-19. En effet, des bactéries découvertes à des profondeurs extrêmes sont utilisées pour accélérer la détection de la COVID. Voilà. Par ailleurs, la biodiversité océanique est très promoteuse pour les produits pharmaceutiques. La pandémie constitue une fenêtre d'opportunité pour sauver l'océan et commencer à bâtir une économie bleue durable. Dans un récent rapport, la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique considère que l'arrêt de l'activité provoquée par le COVID-19, conjugué à la réduction du trafic maritime et de la demande en ressources maritimes, pourrait apporter aux océans le repli dont ils ont besoin pour se remettre. Les océans couvrent les 3/4 de la surface de la Terre, contiennent 90% de l'eau de la Terre. Ils représentent 99% des espaces de vie disponibles sur Terre en volume. Plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité maritime et côtière pour subvenir à leurs besoins. Globalement, la valeur de marché et de ressources industrie maritime et côtière est estimée à 3 000 milliards de dollars par an, soit environ 5% du PIB mondial. Les océans contiennent plus de 200 000 espèces identifiées, mais les chiffres réels pourraient se compter en milliers. Les océans, comme a dit Mme Rim, les océans absorbent environ 30% de CO2 produit par les humains et atténuent les impacts du réchauffement climatique. Ils sont la plus grande source mondiale de protéines, avec plus de 3 milliards de personnes dépendent des océans pour leur principe source de protéines. Et la pêche, surtout la pêche maritime, emploie directement ou indirectement plus de 200 000 de personnes. Il y a le problème des subventions de la pêche qui contribuent à l'épuisement rapide de nombreuses espèces de poissons et empêchent les efforts de sauvegarde et de restauration de la pêche mondiale. De même, je peux vous parler d'autres choses très importantes concernant les... une minute. Je pense qu'il y a 4 pour les ODD en global et pour l'ODD 14 en particulier. Il faut mobiliser les décideurs à tous les échelons, ainsi que la volonté politique et faciliter la création partenariat. Deuxièmement, traduire la volonté politique exprimée dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 en des engagements de financement pour renforcer les capacités. Et c'est l'objectif des 7 qui incite il y a une collaboration étroite et efficace entre les pays développés et les pays en développement. Les Nations Unies travaillent déjà avec les gouvernements sur la mise en place d'instruments financiers innovants comme les obligations bleues, les assurances et les échanges de créances contre l'adaptation. La troisième élargit la base des connaissances, des données et des informations scientifiques et économiques de meilleure qualité sont nécessaires pour comprendre les conséquences et les coûts environnementaux. Quatrièmement, protéger les meilleures pratiques et expériences. Par exemple, le cas en Tunisie, les méthodes traditionnelles de pêche, par exemple l'aspax ou Qarqna, ce sont des éthiques de la société qui peuvent collaborer avec d'autres pays. Comment on va protéger nos côtières et la réserve du poisson. De même, il faut parler d'autres choses, c'est parce que c'est l'occasion nécessaire. En exemple, la Tunisie a préparé son premier rapport national volontaire en 2018, je pense. Lundi, il était avec nous. C'est la première, malgré
les défaillances et malgré il y a beaucoup d'autres choses, mais quand même la Tunisie en collaboration avec tous les parties prenantes, ils ont présenté le premier rapport national volontaire au niveau de la au niveau de l'ONU. Et nous étions comme société civile présents à la préparation et même présents à New York pour discuter les rapports volontaires de la Tunisie et d'autres associations. Maintenant, la Tunisie est en train de préparer son deuxième rapport national volontaire qui va être présenté au forum politique de haut niveau pour le développement durable en juillet. Et nous, comme société civile auprès du Conseil économique et social, on a commencé à préparer avec toute la société civile et parties prenantes pour voir les rapports nationaux volontaires des pays qui vont présenter et préparer des questionnaires et des discussions pour voir qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a un handicap pour la Tunisie. 2019, je crois, cher Mehdi, il est au courant que l'Institut national des statistiques ont commencé pour préparer les indicateurs des 17 objectifs de développement durable et j'étais invité pour présenter l'approche de la société civile, comment on va préparer en collaboration étroite les indicateurs pour chaque, par exemple, ministère, pour chaque intervenant. Mais le problème, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu finir le travail malgré une grande volonté des experts et surtout des LIANES qui travaillent d'une façon extraordinaire en collaboration avec la Banque de développement africaine. Et je pense le problème énorme en Tunisie que malgré que la société civile, malgré qu'il y a beaucoup d'autres intervenants, y compris Mehdi, y compris d'autres, on a demandé qu'il faut mettre une direction ou un secrétariat auprès du gouvernement, de la présidence du gouvernement pour chapeauter tout le travail et l'agenda 2030 entre tous les intervenants, y compris les ministères. Parce que ce qui se passe maintenant, chaque ministère prépare ses indicateurs, mais il n'y a pas une interaction, une collaboration étroite avec tous les ministères. Par exemple, prenons le cas de la France, de l'Estonie, de l'Allemagne, tous ils ont une cellule au niveau de la présidence du gouvernement qui chapeaute tout et fait l'interaction et le suivi et la réalisation des objectifs de développement durable. Mais ça n'empêche qu'on peut dire que nous sommes sur la bonne voie, mais il reste la volonté politique et en plus de ça, il faut inciter la société civile et les parties prenantes et les gouvernements parce que pour changer le système et pour essayer d'aboutir à un changement, il faut commencer par le changement des mentalités, c'est-à-dire qu'il faut que l'approche de la citoyenneté active le moteur d'un changement, parce que si on reste au niveau des lois, nous avons beaucoup de lois en Tunisie, mais l'application, c'est autre chose. En plus de ça, que je pense qu'il y a maintenant une ouverture, surtout au ministère de l'Environnement, il y a une ouverture sur la société civile. J'y suis en premier lieu très reconnaissant avec Mehdi, avec M. Lotfi, avec Monsieur, j'ai oublié le nom, et tous, ils sont disponibles, il y a un échange, mais le problème, le handicap, pour nous et pour la société civile, et pour être efficace au niveau des idées et au niveau d'atteindre la dernière décennie, il faut, je pense sincèrement, il faut tout être chapeauté par le ministère des affaires locales, je crois, Mehdi, et de l'environnement, parce que nous avons des grands calibres et des experts énormes dans ce ministère, ainsi que nous, comme société civile, nous sommes en collaboration avec ces gens-là. En plus de ça, le Centre stratégique pour la promotion du développement durable est maintenant accrédité pour être présent
pour la préparation de la conférence sur les pays en développement en janvier 2002 à Doha. Et à partir de 2018, on va préparer les programmes pour la première fois via des conférences. Et peut-être en juin, on va assister à New York pour essayer de préparer tout ce qui est nécessaire pour le développement des pays en développement. La seule chose que je dois faire... On doit enchaîner avec les autres intervenants. Je termine avec seulement une phrase. Au niveau de l'ODD 17, il est nécessaire que, en premier lieu, pour la Méditerranée, il y a une collaboration plus efficace et plus efficiente entre la rive nord et la rive sud pour conjuguer nos efforts parce que la situation de notre mer, elle est décadente. Et merci beaucoup. Merci Silotfi, merci pour votre brillante intervention. Donc on va tout de suite, on va vous poser des questions par la suite, donc restez avec nous. Hein. Donc on va passer tout de suite à M. Jamal Zrij, directeur de WWF Afrique du Nord, pour nous parler des activités de WWF et de l'état des lieux fait aussi. Donc Jamal, sans trop tarder, je te passe la parole. Je pense que tu es très bien placé pour parler de ce qui se passe sur le côté océan et surtout en Afrique du Nord. Voilà. Merci beaucoup, cher Mahdi, merci Rim, merci, cher intervenant. J'aimerais savoir si je pourrais partager l'écran. Est-ce que c'est possible ou non? Ok. C'est bon, c'est visible maintenant. Entre-temps, je vais parler du contexte général de l'économie bleue et l'activité de la pêche et les différentes pressions. On voit l'écran là. Okay. Voilà. Et la vraie valeur économique de notre mer en Méditerranée. On va commencer avec le suivant. On parle de 1% de surface des océans au monde. 1%, c'est la mer Méditerranée, avec une production et contribution de 20% dans les économies qui viennent de l'océan, dans les économies en relation avec la mer. Donc, 1% de surface qui contribue dans 20% de la valeur économique. Et si on va dissocier ces 20%, on va trouver ce qui est équivalent presque de 450 000 millions de dollars. Ça vient en majorité du secteur de tourisme côtier ou en relation avec le tourisme, seulement 2% en relation directe avec la pêche et 6% des autres secteurs et des autres contributions. Et si on imagine aussi que la Méditerranée, c'est un pays, on va comparer la contribution économique, la valeur économique de la mer Méditerranée à d'autres pays, on va trouver que ça se positionne 5e après la France, l'Italie, l'Espagne et la Turquie. Donc, c'est une grande et importante contribution dans l'économie mondiale de ce secteur. C'est aussi quelque chose de ressources partagées, c'est un fonds partagé entre tous les pays méditerranéens et si on inclut le transport maritime et la production et l'activité minière, c'est plus large que ça et ça sera un fonds partagé, une ressource partagée avec tout le monde. Cette ressource-là, elle consiste à quoi? Elle est composée de quoi? Cette activité bleue, parfois n'est pas bleue, malheureusement, c'est quoi réellement? On va trouver de l'aquaculture. On s'attend à une augmentation de 112% de la production aquaculture d'ici 2030. On parle de le monde en 2030, mais aussi de l'autre côté, on s'attend à 100%, à double de production aquacole. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le développement côtier. On a 5000 kilomètres
de côtes artificielles sur la Méditerranée. 5000 kilomètres où il y a toutes les villes, les ports, les activités urbaines, mais aussi il y a une grande activité touristique avec 500 millions de visiteurs à la région. 500 millions international arrivals, c'est des visites de l'international vers la Méditerranée d'ici 2030. On associe à ça le transport maritime qui augmente chaque année avec 4%, sauf pandémie, mais chaque année, le transport maritime, avec la double ouverture maintenant du canal de Suez, ça augmente chaque année de 4%. Dans ce contexte, et dans la mer Méditerranée, on va ajouter la pollution d'origine terrestre, la pollution plastique, la pollution chimique, la pollution avec les pesticides, la pollution qui vient des eaux et des rivières, toute pollution d'origine terrestre. Et dans cet écosystème où il y a tout ce qu'on a dit, on va trouver de la pêche sportive, de la pêche artisanale, de la pêche professionnelle. Surtout la pêche professionnelle qui utilise plus de ressources. Cette pêche-là, elle se trouve aussi à côté d'une activité minière. Il y a les champs de pétrole, de gaz, d'autres ressources naturelles qui sont en train d'être extraites de notre mer Méditerranée. Et bien récemment aussi, les fermes des éoliennes, soit sur la côte ou sur la mer, qui contribuent avec 12 gigawatts d'ici 2030. Donc, on exploite beaucoup la mer Méditerranée. Il y a beaucoup de pression de tous les sens. On a vraiment bien, je ne veux pas dire bien, mais on exploite au maximum cet 1% de surface des océans. Ce modèle-là, on pense qu'il ne pourrait pas continuer. On n'a pas parlé de changement climatique. On n'a pas parlé des 500 000 de pêcheurs dans tous les secteurs. La pêche professionnelle, si elle va continuer dans ce modèle-là, elle va se trouver dans une situation où elle devrait choisir 3 chemins. Soit de quitter le secteur carrément parce qu'il ne va pas avoir de poissons, soit revenir à une pêche artisanale traditionnelle, soit le mauvais scénario, c'est la chasse aux armements, augmenter la capacité des engins, augmenter la motorisation, augmenter la puissance des bateaux et pêcher plus et accélérer la destruction des écosystèmes. Le changement climatique qui fait l'acidification des milieux, facilite l'invasion des nouvelles espèces. Vous connaissez tous le problème de crabe bleu. Tous ces éléments-là, toutes ces activités-là, ils contribuent à vraiment exploiter de façon, permettez-moi de dire ça, de façon très primitive et très sauvage, notre mer Méditerranée, notre 1% des océans du monde. 2 leçons, rapidement, 2 leçons apprises, et je vais finir, de la pandémie actuelle de Covid. Première leçon, c'est que la crise, elle commence toujours environnementale. Si on a exploité les habitats, les ressources, les forêts, on s'est approché aux animaux, on s'est approché à cet écosystème sauvage avec toutes ces maladies et tous ces virus. On va toucher et on va être infecté par cela. Donc, la crise sanitaire, elle a commencé déjà avec une crise environnementale. Deuxième leçon, lorsque tout est arrêté, lorsque la navigation internationale est arrêtée par la pandémie, par le confinement, le transport maritime s'est arrêté, les seuls qui ont continué à produire, à travailler, à offrir une sécurité alimentaire, ce sont les locaux. Et ça nous amène à la conclusion que nous sommes, en tant qu'organisation qui travaille sur l'économie bleue et tous les autres acteurs qui travaillent sur l'économie bleue, l'économie locale et circulaire, nous sommes dans le bon chemin. Les solutions devraient être tous basées sur le besoin local par des acteurs locaux
dans les sites et dans les localités et les communautés côtières locales. Il n'y avait pas de pêche industrielle durant le confinement, mais il y avait le petit pêcheur avec son petit bateau à rame de 6 mètres qui contribue à nous offrir la sécurité alimentaire. Donc, je pense que le message est clair, leçon apprise, et ce qu'on a besoin en parallèle à ça, c'est une meilleure gestion de cet 1%, meilleure gestion de nos ressources et de nos océans. L'objectif 30% en 2030, ce n'est pas 30% de fermeture, ce n'est pas 30% de mer, surface de mer fermée, mais c'est 30% bien géré. Que ce soit géré sous format aire marine protégée, sous forme de zone de pêche réglementée, sous forme d'autres mesures de gestion avec l'armée, avec les champs miniers, avec les eaux internes. Mais il nous faut 30% de meilleure gestion de nos mers et océans pour avoir un modèle qui pourrait continuer à fonctionner, parce que ce modèle-là que vous voyez maintenant ne pourra pas continuer à fonctionner. Merci beaucoup. D'accord, Jamel, merci beaucoup pour cette très bonne présentation et donc mettre les objectifs et la suite donc des idées de ce qu'on doit faire pour la Méditerranée. Donc, on sait aussi qu'il y a l'initiative française pour la Méditerranée comme mer modèle pour 2030. Donc, tu nous donneras ton avis par la suite. Mais je suis très content des slides. C'est la première fois que je vois ces slides donc, que tu viens de présenter. Une vraie surprise. Ça regroupe toutes les activités et toute la vision ou la philosophie donc, pour traiter cette Méditerranée qui est très chère à nous tous. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à Si Abdelmajid Dabbar, donc président de Tunisie Écologie. Donc, pour nous parler, au fait, surtout de l'état des lieux et comment il voit la chose, puisque ça fait longtemps qu'il suit, donc il fait beaucoup de terrain, Si Abdelmajid. C'est ce que je sais. Donc, Si Abdelmajid, voilà, sans trop tarder, parce que nous sommes déjà en retard, donc vous avez 10 minutes. Donc, veuillez tout de suite, s'il vous plaît, donc, se lancer donc, dans le débat. Voilà. Hein. Donc, justement, j'ai trouvé des difficultés pour partager mon PowerPoint. Peut-être je vais parler directement pour gagner du temps. Allez-y, allez-y. Alors, nous sommes dans une Tunisie qui est 165 000 km dans le continent sur Terre et 138 000 km en mer. Nous avons théoriquement une deuxième Tunisie. Cette Tunisie devrait être avoir deux fronts sur la mer, donc expliqué par les experts, mais la Tunisie devrait être plus riche, plus gérée, parce que ce qu'on a comme potentiel insulaire, ce sont la diversité biologique qu'on a et tout, mais lorsqu'on voit de l'autre côté les ressources halieutiques, comment la concentration des bateaux de pêche, on trouve 68% des embarcations marines de pêche concentrées dans le golfe de Gabès. Sur le 1300 ou 1500 km qu'on a, nous avons 68% qui travaillent dans de 320 km seulement, à partir de Chebba jusqu'à Zerzis, tout en tenant compte des côtes de Qarakna et de Jerba. Mais seulement après la Révolution, nous avons vu autre chose très, très, très caractéristique par la destruction. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec une équipe canadienne et une équipe allemande, nous avons fait 14 jours à octobre-novembre 2018, de Cheb jusqu'à les frontières libyennes. On a détecté 469 embarcations qui travaillent dans le noir, des embarcations qui utilisent un engin strictement interdit depuis la loi de 1994. Ces engins utilisent le KISS avec ces grandes chaînes qui raclent le fond marin, qui réduit et arrache les prairies de Posidonie, cette plante endémique à la Méditerranée, qui est le berceau de nourrissage et de reproduction de beaucoup de poissons, puisque
27% des poissons de la Méditerranée se multiplient au golfe de Gabès. Gagnant la dynamique de marnage qui est au golfe de Gabès, une marée haute, une marée basse caractéristique qu'on ne voit nulle part dans le bassin sud méditerranéen, mais qui est caractéristique, cette marée haute et marée basse, qui enrichit la zone par les phytoplanctons et le plancton, même le zooplancton, nourriture nécessaire pour les petits poissons, mais seulement avec la destruction de ces engins qui travaillent 24 sur 24, 7 jours sur 7, bien que la loi tunisienne exige un repos biologique où le chalutage est strictement interdit du 1er juillet au 30 septembre chaque année, c'est le repos biologique. Les concernés qui respectent la loi arrêtent de travailler pendant 90 jours et l'État leur compense le manque à gagner, mais seulement ces 459 embarcations n'arrêtent pas. Ils travaillent, ils raclent même à des profondeurs strictement interdites, jusqu'à 7 mètres et 4 mètres même. Mais si on voit de l'autre côté les zones industrielles, l'expansion des zones industrielles qui sont implantées en premier lieu à Sfax, la SIAP, puis le groupe chimique Agabès, puis ici on voit la pollution visible, parce que le golfe de Gabès, on voit beaucoup de cheminées, beaucoup de bouts de phosphogypse qui se jettent par centaines de milliers de tonnes par jour dans la mer, et à Sfax, les grands cheminées. Mais seulement à Skhira, qui produit 2,5 fois la production de Sfax et de Gabès, on ne voit pas de cheminée parce qu'ils ont investi pour filtrer les fumées qui sortent des cheminées, mais on ne voit rien. Mais seulement cette pollution invisible, c'est elle qui tue à feu froid, je veux dire. Mais à côté, ils ont construit une usine tuniso-indienne qui est construite par de la ferraille, puisque Zine Ben Ali avait autorisé de construire la part tunisienne avec une technique un peu archaïque. Cette usine Latifert, ce que jette dans le golfe de Gabès et en face l'aire marine protégée des îles Kneis, alors là, des produits toxiques, des acides sulfuriques, des acides phosphoriques et les purges de toute l'usine. Alors là, à chaque fois, les pêcheurs trouvent des grandes quantités de poissons qui flottent sur l'eau. C'est un manque à gagner pour la communauté tunisienne en général et pour les pêcheurs en particulier. Mais si on va de l'autre côté, au golfe de Gabès, il y a un terminal pour l'exportation du brut de pétrole, c'est la Trapsa. C'est le seul terminal pour magasiner le pétrole brut et pour exporter aussi. Mais chaque année, on voit entre 270 et 320 grands bateaux pour venir charger le pétrole brut. Ces bateaux devraient venir d'autres pays après avoir déposé la cargaison, mais pour naviguer, ces bateaux seront hauts sur l'eau, ils vont leur retardent la navigation, donc ils consomment beaucoup de carburant et mettent beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que font ces bateaux? Ils remplissent les citernes ou les cales avec des eaux. On appelle ça les eaux de ballast pour équilibrer le bateau et pour que le bateau sera enfoncé dans l'eau et pouvoir mieux naviguer. Donc, ces eaux de ballast, il y a toute une convention jusqu'à hier, 7 juin, elle est ratifiée par 67 pays, mais seulement la convention BMV pour la gestion des eaux de ballast et les sédiments des navires, elle n'est pas encore ratifiée par la Tunisie. La Tunisie était toujours parmi les premiers pays qui ratifient les conventions internationales, mais cette convention, elle traîne toujours au Parlement au Bardo. Elle n'a pas trouvé encore du temps parce qu'il semble au Bardo, les problèmes écologiques et environnementaux ne sont pas d'urgence. Donc, ces eaux de ballast nous amènent
des bactéries, des microbes et surtout des larves de poissons. Donc, l'INSTM avait compté en 2014 154 nouvelles espèces et le RAXPA en 2018 arrive à recenser 168 nouvelles espèces, dont on trouve la nouvelle crevette qu'on appelle crevette blanche, qui est en compétition avec notre crevette royale, qui est bien aimée surtout pour l'exportation. Donc, elle est en compétition. On va perdre une fois pour toutes notre crevette royale. Et ces eaux de ballast nous ont emmené aussi les larves du poisson lapin, un poisson venimeux et beaucoup d'autres créatures marines. Mais la plus grande catastrophe, c'est le crabe bleu. Le crabe bleu a été détecté en avril 2014 par l'INSTM, Madame Hamza, puis a été la faculté de sciences de Sfax, puis le RAXPA. Donc, ce crabe bleu, une femelle qui donne 2 pendaisons par année, jusqu'à un total de 900 nouveaux crabes. Donc, c'est une grande multiplication. En octobre, plutôt le 16 août 2020, je l'ai trouvé au lac, aux lagunes de Biben. Et le 19 octobre 2020 aussi, je l'ai trouvé au Oued Tinja. Donc, il est déjà dans le lac de l'Ishkel. Donc, c'est une grande catastrophe qui se nourrit des larves de poissons, des petits poissons, des petites créatures marines. Donc, c'est un grand manque à gagner. La TRAPSA, elle est équipée par ce qu'il faut pour mettre en quarantaine ces eaux de ballast, et tous les navires devraient être équipés pour mettre les eaux de ballast dans des étangs, mais pas un seul bateau depuis 2009 ne respecte cette convention. Donc, les eaux de ballast sont jetées directement dans le terminal de Skhira avec tous les succulents là-dedans. Et le pire, qu'il y a une surexploitation de nos ressources naturelles, même avec l'exploitation, par exemple, rien que pour l'éclevisse. L'éclevisse, la saison est fermée depuis un mois. Les zones de Chafar, Zabouza, Khawal, Ouad Laghram, jusqu'à Green, jusqu'à Golfe de Bograra, il y a des femmes qui ramassent ce clovis. Et bien, l'exportateur se permet en disant que ces femmes ont besoin d'argent pour acheter des médicaments. Mais seulement le FAO et l'Organisation mondiale de la santé sont derrière tout ce qui est exportation des produits halieutiques. Donc, on est blâmé, premièrement, il y a une semaine par les Français. Pourquoi? Parce que les Français ce sont les premiers à importer les clovis dans une saison où l'exportation et le ramassage sont interdits. Et c'est avéré, c'est un député qui est derrière cette opération. C'est très honte pour nous. Donc, on voit de l'autre côté d'autres activités qui sont en train de se perdre parce que les petits pêcheurs avec, comme disait Jamel tout à l'heure, des bateaux de 4 à 6 mètres qui font un prélèvement qui ne massacre pas nos ressources halieutiques, ces gens-là ne trouvent plus de poissons sur les côtes jusqu'à 4 miles, 10 miles, jusqu'à 15 miles. Donc, un manque à gagner pour ces artisans. Mais derrière eux, il y a des requins que j'appelle des requins, ceux qui utilisent les embarcations de kiss, qui ne sont pas des pêcheurs, que ce sont des hommes d'affaires qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ont investi dans des bateaux de kiss. Donc, ici, l'ancien ministre de l'Agriculture avait signé beaucoup de directives pour arrêter définitivement le kiss. Ces circulaires sont arrivés jusqu'au port de pêche dans le golfe de Gabès, mais seulement un téléphone arrive de Tunis, laissez les gens travailler. Donc, il y a une perturbation dans les choix de l'État tunisien. Ce sont plutôt les syndicats et quelques têtes
qui cherchent à s'enrichir très vite sur le compte des ressources des générations futures, mais on colle beaucoup de ces problèmes au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est vrai, a beaucoup d'effets sur nos ressources halieutiques et tout, mais seulement c'est notre mauvaise gestion par la permission des engins de kiss, la permission des usines qui jettent des résidus avec beaucoup de résidus. Un dernier point que j'aime bien le voir dans un document de la NPE, et c'est avéré que la fermeture de Gerado, qui accueille 252 000 tonnes de déchets qu'on appelle déchets spéciaux, qui sont des déchets interdits. Donc, Gerado, c'est le seul dépotoir pour les résidus des usines qui sont polluantes, qui déclarent depuis sa création, ils disent « je suis un producteur polluant ». L'État a trouvé le dépotoir de Gerado pour stocker ces déchets polluants et déchets spéciaux, mais seulement depuis 2012, Gerado est fermé et l'usine, je ne crois pas, qu'ils sont arrêtés de produire les déchets et les résidus de ces usines qui sont 84% des usines dans les 121 zones industrielles sont considérées des usines polluantes. Donc, pour produire, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Donc, pour produire, ils jettent beaucoup de résidus solides et liquides. Ces déchets sont jetés directement dans les cours d'eau, dans les oueds. Juillet et août, nous avons fait 24 jours depuis les côtes algériennes, depuis les côtes libyennes, côté de Libyen, jusqu'au Tabarka. Nous avons parcouru toutes les côtes. Ce qu'on a trouvé comme déchets, comme plastique, comme agression sur la mer, c'est terrible. Je ne reconnais plus la Tunisie avec cette démarche. On part toujours pour notre legs pour les générations futures. Je crois que les générations futures vont nous blâmer parce qu'on n'a pas su protéger et conserver les produits Merci, c'est Abdelmajid. Merci, c'est Abdelmajid. Dommage que ma présentation, je l'ai bien faite pendant 2 semaines. C'est pas grave, vous avez très bien exposé votre opinion et tout votre savoir a été partagé. Alors malgré ce tableau que nous avons en face de nous, malgré ce constat alarmant par rapport à la pêche, à la surpêche, comment on est face à cette exploitation massive de la richesse maritime, moi je vous propose de terminer avec l'intervention de Mounir Boulkout qui va nous donner de l'espoir quant à l'exploitation de cette richesse d'une autre manière, comment les algues maritimes deviennent des protecteurs au fait, écologiques par rapport à cet environnement. Et après, on clôturera. Donc, Mounir, je te laisse la parole. Donner un peu plus d'espoir par rapport à tout ce qu'on a entendu. Comment on peut encore profiter de la richesse maritime. D'abord, Rim, merci à vos invités, à la qualité aussi de leurs interventions. Merci pour cette invitation en ce jour symbolique du jour de l'océan et des mers, le 8. Alors, moi, oui, effectivement, je vais mettre une petite idée qui est de dire que après ces 18 mois que l'on vit encore du Covid pour la Tunisie et à travers le reste du monde, on a vu notre fragilité en tant qu'homme et on a vu qu'on était en symbiose avec notre environnement en général, que ce soit terrestre ou maritime. Donc l'agriculture intensive qui nous nourrit aujourd'hui, on sait qu'elle a une issue qui peut être fatale pour nous. Maintenant, on en est tous conscients. On sait que si on joue trop avec la nature, elle revient dessus, même à travers des virus. Donc aujourd'hui, on doit faire attention à notre environnement de manière générale. Moi, je vais vous parler de ce que je connais depuis 26 ans. C'est l'algoculture. Donc il y a 26 ans, on était un pionnier de manière générale.
Moi, j'ai été formé de l'autre côté de la Méditerranée, à Marseille, parce que je suis français. Mes origines sont tunisiennes, donc je suis venu développer ce savoir-faire-là en Tunisie en 95 pour faire de l'algoculture, d'algues rouges. Et l'algoculture, c'est réparateur pour l'environnement. Donc, dans ce que vous avez présenté, chacun d'entre vous, effectivement, on va pas aller à l'encontre, c'est une réalité. Ce qu'ont décrit vos invités, le constat est pas très, très, très beau. Par contre, l'algoculture aujourd'hui, c'est un quart de l'aquaculture mondiale. C'est 32 millions de tonnes produites d'algues dans le monde. C'est 9 milliards de dollars produites, mais à 99% en Asie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, on produit très très peu d'algues. Et donc, on n'a effectivement pas un impact qui est positif sur notre environnement. Alors, ce qu'il y a de bien de l'algue et des macro-algues, je parle des macros que je produis, elles ne consomment pas d'eau douce, elles ne consomment pas de fertilisants, elles ne consomment pas de pesticides. Elles agissent sur les milieux eutrophisés, parce que là, on est en train de parler effectivement de rejets, donc elles agissent sur les milieux eutrophisés qui sont de plus en plus importants en Tunisie. Nous, on est sur la lagune de Bizerte, mais on espère se développer de partout par ailleurs en Tunisie, à travers les côtes qu'il y a. Donc, elles agissent sur les milieux, elles récupèrent en fait tous les et le CO2 pour produire de l'oxygène par photosynthèse. Et aujourd'hui, par exemple, pour vous donner une idée, 1 hectare de culture d'algues marines, c'est entre 15 et 20 tonnes de CO2 captées par an sur 1 hectare. Et pour ce qui concerne l'érosion, elles atténuent les vagues. Quand vous mettez des cultures d'algues dans l'océan ou dans les mers, elles atténuent les vagues, souvent de plus en plus fortes. Et on connaît sur les côtes tunisiennes le gros problème de l'érosion. Il y a un impact direct contre l'érosion aujourd'hui des sols. Alors, au niveau des applications, par exemple, un de vos intervenants parlait des problèmes de plastique. Il faut savoir que, issus d'algues marines, les transformer, vous faites du bioplastique aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de startups qui se développent à travers le monde. Et nous, on compte aujourd'hui développer aussi en Tunisie dans l'avenir, faire du bioplastique. C'est-à-dire que vous avez effectivement un sucre dans les algues. En fonction de la transformation et de la manière dont vous allez la transformer biologiquement parlant, vous allez pouvoir créer de l'amidon. Et cet amidon-là, vous pouvez faire du bioplastique. Donc nous, on l'a déjà fait depuis déjà quelques années. Et aujourd'hui, on compte l'industrialiser, mais il n'y a pas que nous. Il y a beaucoup d'autres sociétés dans le monde qui le font. Alors, les algues sont une source aujourd'hui essentielle et seront une source essentielle pour les protéines pour les hommes. Aujourd'hui, comme je disais au départ, c'est l'agriculture. Demain, ce seront des protéines d'algues. Il y a à peu près entre 30 et 40% de protéines dans certaines algues rouges et dans certaines algues vertes qui pourraient directement être consommées par l'homme. Alors, c'est vrai que ce n'est pas notre culture de manger de l'algue, mais on peut petit à petit s'habituer. Il faut petit à petit vous habituer à manger de la salade à partir d'algues comme on fait de tous les Asiatiques et à trouver cet aspect culinaire. Donc là, on fait un appel aux chefs tunisiens pour mettre des algues marines dans le couscous de demain, dans le riz djerbien, voilà, que je connais avant sans algues et que j'ai commencé à connaître avec les algues. Donc j'invite la plupart des chefs tunisiens à mettre de l'algue à l'intérieur. C'est de l'apport protéinique, ça évitera de mettre de la viande. Et petit à petit, on peut commencer des habitudes culinaires comme ça et habituer la nouvelle génération, parce qu'on parlait de nouvelle génération, mais il faut prendre de nouvelles habitudes. Faut pas, ces nouvelles habitudes-là, elles peuvent prendre de nouvelles pratiques et sans changer pour autant nos bonnes traditions. Elles sont d'excellents fertilisants. La Tunisie développe la partie organique. Il faut savoir que la plupart d'entre elles sont importées et on pourrait utiliser nos algues comme engrais organiques et utiliser directement pour pouvoir mieux exporter demain, que ce soit l'huile d'olive, des oranges, des citrons et j'en passe, mais en même temps respectant notre terre. Comme vous savez, on va le retrouver après par les pluies, on va le retrouver dans nos océans. Et enfin, elles désacidifient le milieu. Donc aujourd'hui, on sait que les algues désacidifient le milieu et ça a un impact direct grâce à leur captage carbonique. Donc on a aujourd'hui, quand je parle de restauration de l'environnement, c'est un impact direct et important. Pour cela, effectivement, il faut travailler avec des organisations internationales, il faut travailler avec le gouvernement pour les éclairer sur ce qui se passe à travers le monde et pour leur donner des bonnes pratiques. Donc l'ONU aujourd'hui a mis en place des bonnes pratiques à travers le Seaweed Manifesto, que je vous invite à aller sur Internet le récupérer. C'est des bonnes pratiques internationales. C'est des pratiques aujourd'hui pour développer l'algoculture. Alors aujourd'hui, l'impact est plutôt européen, mais nous, en Afrique, on a un potentiel qui est énorme.
en sachant que malgré la pollution organique qui peut être utilisée à travers les macroalgues pour être dépolluée, malgré la pollution organique, les pollutions en métaux lourds sont faibles sur les côtes tunisiennes. Comparé par exemple aux côtes asiatiques, vous ne pouvez pas imaginer, moi on m'avait prédit par exemple en métaux lourds que les taux de métaux lourds étaient très importants, alors à part certains points, mais ou sinon, comparé à l'Asie, on est très très faible. Pour vous donner une idée, les métaux lourds sur les algues en Asie, on est à 150 ppm, quand en Tunisie, on tourne à 2 ppm en cadmium, quand la norme est à 20. Donc ça veut dire qu'on a quand même des potentiels aujourd'hui, on n'est quand même pas pollué de manière chimique comme sont ailleurs, mais par contre, vous avez raison, il y a du plastique rejeté, il y a des traitements urbains qui ne sont pas assez faits, et l'algue peut être une solution à ça. Alors moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a beaucoup d'éléments, et enfin, on a aujourd'hui dans les algues marines, en supplément alimentaire, il faut savoir que nous, on travaille, et plus qu'on travaille aujourd'hui, on a développé des partenariats avec l'industrie pharmaceutique sur l'utilisation des algues et des extraits d'algues contre des virus à coque d'ARN et même à coque d'ADN. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en mangeant certaines espèces d'algues, aujourd'hui, et en prenant même des extraits d'algues de manière totalement naturelle, hein, d'accord, vous avez des réactions contre le Covid-19. Donc aujourd'hui, il y a l'organisation, et je ne parle pas en mon nom, hein, je parle au nom de l'Organisation mondiale de la santé, je vous invite à aller sur leur site, qui préconise l'utilisation d'algues rouges contre le Covid-19. Et on est en train, nous, de développer un spray nasal avec un laboratoire autrichien qui va, on l'espère, venir dans peu de temps en Tunisie, qui aujourd'hui est une des préventions avec les autres, tels que le masque et autres, pour vous permettre d'atténuer, de capter le Covid. Mais toute autre coque ARN, il agit de manière physique sur la molécule. Donc, on a des potentiels énormes au niveau des extraits d'algues, malheureusement pas encore assez utilisés, mais ça c'est pas qu'en Tunisie, c'est partout ailleurs, en Europe et en Afrique. Et nous, on compte être un des pionniers, comme on l'a été depuis 26 ans, pour collaborer avec les organisations tunisiennes et même maghrébines, pour pouvoir développer ces systèmes d'algoculture et être une nouvelle source de revenus pour les pêcheurs. Nous, on a démarré ça sur la lagune de Bizerte, et il y a beaucoup de pêcheurs maintenant qui travaillent avec nous, qui travaillent en collaboration avec nous, qui aujourd'hui, pour certains d'entre eux, n'ont pas assez de revenus, et que ce soit leur famille ou leurs descendants, travaillent aujourd'hui à une nouvelle forme de respect de la nature et en même temps en produisant leurs revenus de demain. Merci Mounir, merci pour cette synthèse qui donne de l'espoir en fin de compte, parce que quand on a entendu tous les intervenants, les cris d'alarme pratiquement par rapport à la destruction de notre mer méditerranéenne, à nos littoraux, à la présence de tous ces éléments, que ce soit le plastique, la destruction de nos fonds marins à cause de la surpêche, et se dire que quand il y a une surpêche et ces fonds qui sont raclés, ça augmente non seulement le CO2 et donc la mer ne joue plus son régulateur pour équilibrer entre les émissions de CO2 et l'oxygène, mais aussi elle détruit cette faune qui existe, ces poissons qui sont en espèces rares aujourd'hui. Donc apporter un plus pour dire voilà, aujourd'hui il y a une solution pour rééquilibrer notre mer, notre exploitation, notre richesse par l'apport des algues, mais aussi ce que je vais retenir, c'est être dans l'inclusive, c'est-à-dire faire participer d'autres pêcheurs et les aider à ce qu'ils puissent eux-mêmes monter leurs projets par la plantation des algues. Donc ce rapport et être dans l'inclusive est très important. L'innovation, effectivement, puisque quand on se base sur la recherche, quand on se base sur de nouvelles méthodologies, il faut savoir que la mer Méditerranéenne ou les océans sont très peu connus, hein, on connaît mieux l'espace que nos océans. Donc effectivement, renforcer la recherche à ce niveau peut apporter des solutions à ce que nous, hommes, saccageants quand on exploite. Et ben c'est on va dire,
dire, un élan d'espoir pour les futures générations et surtout post-Covid. C'est vrai que la Terre, dans sa globalité, a eu un moment de répit avec le Covid où il y a plus de trafic, de surpêche, l'air a été mieux, moins pollué, les gens se sont posé plusieurs questions pour donner une autre vision post-Covid. Aujourd'hui, on a avec toi une vision plus prometteuse, mais je compte aussi sur les autres intervenants, avoir aussi avec les ODD trouver comment obtenir et arriver à réaliser ces objectifs. C'est impérial, pouvoir secouer un peu nos gouvernements peut-être respectifs qui sont autour du bassin méditerranéen est important pour les viser, faire protéger nos aires marines aussi puisque on avait lancé 30% d'aires marines internationales allaient être protégées. Aujourd'hui, on sait qu'on n'en est qu'à 10, donc il y a du travail encore à faire. La WWF aussi, elle a sa part de responsabilité puisqu'elle n'arrête pas de faire des études, d'alarmer et donc faire aboutir des choses vers des accords entre les décideurs, la société civile et tous les membres d'une nation. Je clôture avec Si Abdelmajid Dabbar qui nous a fait un long exposé sur notre littoral, de ce qui n'allait pas aussi en Tunisie. Et donc vraiment aujourd'hui, je pense que nous tous, nous pourrons faire aboutir et réaliser les objectifs avec bien évidemment l'appui de notre gouvernement. Mehdi, si tu as une parole pour la fin. Moi, je vous remercie tous d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté cette parole en ce jour mémorable qui est la journée internationale des océans. Oui, merci Rim. Donc, je voudrais aussi remercier à mon tour nos chers invités d'avoir accepté d'être avec nous en ce matin. Donc, vive l'océan, vive la Tunisie. Donc, il y a beaucoup de travail et des défis à relever, ça se voit. Et je pense qu'ensemble, on peut aller loin. Et on compte sur l'appui de tous et l'adhésion de tout le monde dans ce processus pour vraiment protéger nos mers et nos côtes. Rendez-vous au Forum mondial de la mer Bizerte pour en parler encore plus le 24 et 25 septembre. Au revoir à tous, bonne continuation. Merci.